Bonjour et bienvenue dans Envers et avec vous. La petite Élise attend ses parents à l'accueil. La petite Élise attend ses parents à l'accueil. Merci. Une chronique de Laura Zanita, enregistrée sur la foire éco-bio de Colmar et montée par Guillaume Seriani. Aujourd'hui, j'accueille André Cicolella qui va nous parler de maladies chroniques. Alors, André Cicolella, bienvenue au micro d'RDL sur la foire éco-bio. Oui, bonjour. Donc vous êtes chimiste, toxicologue, spécialiste des risques sanitaires. Vous êtes chercheur à l'INERIS et présidez le réseau Environnement Santé. Vous avez écrit récemment Toxic Planet, le scandale invisible des maladies chroniques, publié aux éditions du Seuil. Est-ce qu'on peut reprendre qu'est-ce qu'une maladie chronique déjà? Il faut commencer par le commencement, effectivement, parce que c'est pas toujours évident. Ce qu'on appelle des maladies chroniques, c'est des maladies qui durent, comme leur nom l'indique, qui sont sur la longue durée, qui sont simples à gérer. Que soit vous en sortez, soit vous êtes guéri, soit vous en mourrez. Alors, les choses évoluent un petit peu, mais globalement, c'est ça le critère de distinction entre les maladies chroniques, et les maladies qui sont des maladies non transmissibles, généralement, et les maladies aiguës qui sont des maladies transmissibles, des maladies infectieuses. Donc les maladies chroniques non transmissibles, ce sont principalement, du point de vue de la mortalité au niveau mondial, ce sont les maladies cardiovasculaires. Et la deuxième cause de mortalité, ce sont les cancers. Troisième cause de maladies respiratoires. La quatrième cause de mortalité au niveau mondial, c'est le sida. Vous voyez, on a dans l'imaginaire, je ne pense pas que ce soit bien connu. Je pense qu'on a l'impression que c'est le sida qui est la maladie dominante au niveau mondial. C'est une maladie importante, mais c'est la quatrième cause de mortalité, très très loin, puisque c'est 2,5 millions de décès par an, très loin des 17,6 millions de décès par maladie cardiovasculaire ou des 7,6 millions de décès par cancer. Et alors, quelle a été l'évolution, en fait, de ces maladies chroniques ? L'évolution que l'on constate sur la planète, c'est pas spécifique aux pays développés et pas spécifique à la France, c'est que ces maladies sont dominantes maintenant dans quasiment tous les pays du monde. Donc on a les premières causes de mortalité de très loin dans les pays développés. C'est vrai aussi dans les pays qu'on appelle intermédiaires, comme l'Inde, la Chine, le Brésil. Ce sont les maladies chroniques qui sont en augmentation. C'est un double phénomène. La diminution des maladies infectieuses, parce que il y a une mobilisation au niveau mondial qui porte ses fruits. Certes, on pourrait aller plus vite, mais la tendance est là. Il y a une diminution de ces maladies infectieuses. Et puis parallèlement, il y a une augmentation des maladies non infectieuses pour des causes qui sont autres, qui sont liées au changement de notre environnement. Et quand je parle d'environnement, je parle de façon globale. Changement de notre mode de vie, qui sont en fait la conséquence du fait que le mode de vie occidental se répand sur la planète. Et c'est pour ça que les pays occidentaux sont les plus touchés par ces maladies. Alors, on peut parler effectivement de régionalisation de ces maladies. Je crois même qu'en Alsace, on a un très fort taux d'AVC. L'argument classique pour expliquer l'augmentation de ces maladies, c'est qu'on nous dit mais c'est normal, on les dépiste mieux et on vieillit, donc on en fait plus, c'est normal. Or c'est tout sauf normal. Dans le cas de l'AVC, on peut dire qu'on dépiste mieux l'AVC aujourd'hui qu'en 2003, puisque ces chiffres s'est porté sur la période 2003-2011. L'AVC, on le dépiste quand il arrive, il n'y a pas de dépistage en fait. Et puis le vieillissement, ça n'a pas de sens, puisque vous voyez, l'Alsace a progressé du point de vue de son taux d'AVC de 91% en 8 ans, alors que la population âgée de plus de 60 ans a progressé de 10% pendant la période. Donc il n'y a aucun rapport entre les 90% et les 10%, donc il faut trouver l'explication dans le changement environnemental qui se produit actuellement en France, qui s'est produit au cours des dernières décennies. C'est un phénomène évidemment sur la longue durée, pour comprendre ce phénomène. Dans le changement environnemental, quels sont les critères à prendre en compte ? Alors on sait les causes principales de ces maladies. Ce que l'on connaît moins bien, c'est les effets combinés. Je pense que l'explication de cette croissance vient de là. On sait qu'effectivement, ce qu'on paye aujourd'hui, c'est le fait qu'aujourd'hui, notre alimentation a été bouleversée dans l'après-guerre, à partir des années 60-70, qu'on appelle la nourriture ultra transformée, nourriture standard, tirée vers le bas du point de vue du coût, et donc tirée vers le bas du point de vue de sa composition, standardisation, du point de vue tout en sucre, en sel, en additifs divers d'ailleurs, donc déstructurée, ce qui fait qu'elle a perdu une des composantes de l'alimentation naturelle qui était la composante des fibres, ce qui explique notamment la croissance des cancers du côlon rectum, qui est effectivement une des causes de cette carence en fibres. Voilà, ça on a des explications autour de cette nourriture. La croissance des sodas par exemple dans la consommation de boissons est une aberration totale.
puisque là on sait que c'est directement lié notamment au taux de diabète. Voilà. Donc on a cette transformation du mode de vie autour de l'alimentation, mais transformation aussi du mode de vie autour de la sédentarité. Augmentation de la sédentarité qui est un facteur aussi déterminant dans les maladies dites métaboliques. Le troisième facteur, c'est la pollution chimique. La contamination générale de la population, en France comme dans le monde, par des substances, notamment les substances de type perturbateur endocrinien, modifie effectivement, agit en tout cas sur le développement de ces maladies. Le bisphénol, c'est la substance emblématique du point de vue perturbateur endocrinien. Alors j'y viens tout de suite, parce qu'effectivement, c'est l'illustration parfaite, si j'ose dire. Voilà une substance qui contamine toute la population. Selon les études, c'est varie entre 95 et 100%. L'impact de cette substance se fait à partir de la contamination du fœtus. C'est la santé de l'enfant, c'est la santé du futur adulte, et sur plusieurs générations, qui est impactée par cette exposition pendant une période très courte, qui est la période effectivement de formation des organes, qui sont les 6 semaines déterminantes dans la vie de l'individu. C'est là où on forme notre cerveau, notamment. C'est important d'avoir un cerveau bien formé. Et c'est mieux. C'est mieux de vivre avec un cerveau bien formé. Alors, on va revenir justement sur le bisphénol là, parce qu'il faut peut-être d'abord définir ce que c'est vraiment. Vous êtes d'ailleurs à l'origine de l'interdiction du bisphénol A dans les biberons en France. Donc cette molécule, elle vient d'où et elle est utilisée pour quels usages justement? Alors c'est une molécule qui est produite à partir du pétrole, comme la plupart de la chimie organique. C'est une substance qui sert à faire des plastiques. Donc le principal plastique, c'est le polycarbonate. C'est ce qui servait à faire les biberons, et d'où la contamination, parce que avec le temps, cette molécule se dégrade, et donc elle libère son composant principal, qui est le bisphénol, qui va passer dans le lait, dans le cas du biberon, puisque là en plus il y a le phénomène de chauffage qui accélère la migration. On le trouve c'est le composant principal du revêtement intérieur des boîtes de conserve. Alors ça a l'air anodin, là, c'est le revêtement intérieur des boîtes de conserve, c'est ce qui fait que la boîte de conserve est jolie. L'intérieur est blanc, donc c'est plus joli que les anciennes boîtes de conserve. Le problème, c'est qu'effectivement, à l'occasion de la stérilisation, eh bien effectivement, on dégrade la molécule et le bisphénol se retrouve dans la nourriture. Et donc c'est la principale source de contamination de la population humaine. Il faut que ce soit chauffé donc. Oui, mais avec le temps aussi, ça se dégrade aussi. Et on retrouve effectivement du bisphénol aujourd'hui dans l'eau. On le retrouve effectivement dans les abats par exemple. On le retrouve dans les mollusques, dans les poissons. Donc on a contaminé tout l'écosystème. On fait des dosages de bisphénol dans l'océan et on trouve du bisphénol parce que c'est le continent de plastique dont on parle régulièrement, c'est largement un continent de bisphénol. Et donc, c'est pas le seul perturbateur endocrinien, d'autres d'ailleurs sont impliqués. Alors, quels autres, justement? Les perfluorés, par exemple. Les perfluorés sont le principal, la molécule qu'on va trouver le plus souvent quand on analyse de l'eau de surface en Europe. Si vous faites 100 prélèvements, dans les fleuves ou les rivières européennes, dans 97% des cas, vous allez trouver du PFOA, qui est le composant principal de ces perfluorés. Et il vient d'où? Il vient effectivement des ustensiles de cuisine. Vous savez, cette merveille technologique qui a été l'invention des revêtements anti-adhésifs pour les ustensiles de cuisine, qui a libéré la population puisqu'elle a pu faire des crêpes qui ne collaient pas à la poêle, ce qui est un progrès de civilisation considérable. Le revers de la médaille, c'est effectivement on largue du PFOA ou du PFOS qui est son confrère jumeau, et c'est des substances qui sont comme le bisphénol d'ailleurs, qui vont induire des cancers, des maladies cardiovasculaires, des troubles de la reproduction, et tout ça sur plusieurs générations. On a des données récentes publiées au Danemark qui montrent que l'obésité des jeunes filles est proportionnelle au taux de perfluoré de leur mère à la naissance. Vous voyez, et la baisse de la qualité du sperme chez les fils, là aussi, est proportionnelle au taux de perfluoré à la naissance. Et vous, qu'est-ce qui vous a motivé, qu'est-ce qui vous a conduit à étudier ce terrain? L'enjeu, c'est la protection de la santé humaine. Vous voyez, c'est la compréhension de cette épidémie de maladies chroniques qui est tout sauf anecdotique. Il faut vraiment avoir en tête l'importance du phénomène. En France, le cancer touche un homme sur 2, 2 femmes sur 5. La France est devenue d'ailleurs le premier pays au monde pour les cancers hormonodépendants, c'est-à-dire sein et prostate. Nous sommes le premier pays au monde du point de vue de l'incidence, donc le nombre de nouveaux cas. Nous sommes d'ailleurs le premier pays au monde pour l'incidence des cancers masculins.
le deuxième pays, c'est l'Australie, le troisième pays, c'est la Norvège. Donc vous voyez, c'est des pays développés, c'est bien caractéristique de notre mode de développement. Et donc, il y a un vrai enjeu protection de la santé, parce que le phénomène n'est pas en voie de s'arrêter. Il continue. Jusqu'à quand ? L'autre enjeu majeur, qui est l'atteinte de la reproduction, on en a un peu parlé. La baisse de la qualité du sperme en France, moins 30% sur les 16 dernières années. On voit une répartition régionale d'ailleurs très inégale. Donc si on trace la droite à partir de ces 2 points, on arrive à 0 en 2040. Donc il n'y aurait plus de Français en 2040, logiquement, si on continue comme ça. Donc on est dans les échelles de temps du réchauffement climatique en quelques décennies, donc c'était très peu. Ce qui montre l'urgence d'agir par rapport à des phénomènes comme celui-là, parce que la diminution de la qualité du sperme, c'est lié, ça se traduit par une baisse de la fertilité. Aujourd'hui, un couple sur 5 est directement concerné. Et autre conséquence, effectivement, l'augmentation de la PMA, procréation médicalement assistée, qui est la conséquence, qui a presque triplé en 8 ans. Alors, contrairement à ce qu'on pensait avant, c'est pas forcément la dose qui fait le poison, mais l'exposition. Alors, au XVIe siècle, on pensait effectivement ce qui semblait logique. Plus la dose est élevée, plus l'effet va être fort. C'est faux. Dans le cas des perturbateurs endocriniens, c'est l'inverse. On a des courbes en cloche. On montre que deux concentrations variant dans un rapport de 1 à 10 millions, ce qui est considérable, vont avoir sur un système cellulaire le même impact. Donc, on ne peut plus gérer aujourd'hui la pollution par la dose. La conséquence, et c'est très important, nous avons gagné il y a 1 mois, jour pour jour quasiment, le 29 avril, Ségolène Royal a donc débloqué la situation qui était bloquée. Nous avions bataillé pour obtenir une stratégie nationale perturbateur endocrinien. C'était bloqué. On savait pas pourquoi. Enfin, si on savait, mais on s'en doutait. Mais en tout cas, ça ne sortait pas. Et elle a annoncé il y a 1 mois devant le Conseil national de transition écologique que cette stratégie était adoptée. Enfin, ça a été voté à l'unanimité moins 4 voix. D'ailleurs, tout le monde est d'accord, ce qui est formidable. Eh bien, on peut aujourd'hui repenser donc nos réglementations de protection de l'eau, de protection de la pollution de l'alimentation à partir des principes qui sont actés dans cette stratégie. Et notamment, cette question du changement de paradigme. On ne peut plus gérer par la dose la contamination de notre milieu. Vous voyez la conséquence que ça a du point de vue des pesticides. Une grande partie des pesticides sont des perturbateurs endocriniens. Quand on vous explique que l'agriculture biologique c'est un truc de bobo, c'est pas très important puisqu'il n'y a pas de différence quasiment, et puis du point de vue de la santé ça change rien, c'est faux. C'est faux parce qu'effectivement, c'est toutes ces doses, ce qu'on appelle des résidus, c'est tout sauf des résidus. Du point de vue de l'impact sanitaire, c'est considérable. Ça légitime encore plus le mouvement de l'agriculture bio, et notamment la priorité qui devrait être donnée. Enfin, s'il y a un moment d'ailleurs où il faut manger bio, c'est pendant la grossesse. Ça devrait effectivement il devrait y avoir une incitation très forte pour protéger la santé de l'enfant, enfin du futur enfant, à cette période délicate, qui est principalement d'ailleurs les 6 semaines. Ça dure pas très longtemps, 6 semames de formation des organes, donc l'embryogénèse, l'organogénèse. Alors, avant de parler justement des solutions, et parce que c'est vrai que ça peut être un peu anxiogène, et non, du coup, il faut quand même évoquer des choses positives. Mais vous laisserai pas dire ça. Vous avez évoqué certaines difficultés. Si on revient un petit peu en arrière, vous avez travaillé dans les années 80 sur les éthers de glycol, que l'on retrouve dans les solvants. Et ce programme de recherche sur 8 ans, je crois, devait se terminer par un symposium. Et 1 semaine avant le symposium, vous êtes licencié. Pourquoi ? J'étais licencié pour insubordination parce que je ne m'étais pas rendu à une réunion. C'est bien connu que le fait de ne pas participer à une réunion, c'est une faute lourde. Donc c'est évidemment un prétexte, c'était pour arrêter le programme et arrêter le colloque que j'organisais et faire en sorte qu'effectivement on ne prenne aucune décision, ce qui de ce point de vue-là a marché puisqu'il a fallu 20 ans aujourd'hui pour réintroduire ces substances dans les substances prioritaires à éliminer. C'est le cas, c'est ce qui est en train de se discuter actuellement au sein de l'Agence européenne des produits chimiques. Donc qu'est-ce qui a fait à l'époque c'est un effet de lobbying simplement de l'industrie chimique pour empêcher que la vérité ne soit dite. Voilà. Donc c'est pas très nouveau. L'amiante, c'était effectivement un phénomène de ce type. Il faut aujourd'hui, justement, c'est pour ça que nous avons créé le réseau environnement santé, pour mettre dans le débat public les connaissances scientifiques. Donc concrètement, pour faire diminuer ces... Eh bien, il faut effectivement faire le ménage, si j'ose dire, dans notre environnement, voilà, et modifier notre façon de se nourrir, notre façon de nous déplacer, notre façon de consommer, notre façon de vivre en fait, notre façon de concevoir nos villes aussi. Vous voyez, donc c'est une mutation
à l'échelle de plusieurs décennies. Il ne faut pas se faire d'illusions, mais on peut avoir des résultats très immédiats. À partir du moment où on a interdit les biberons au bisphénol, eh bien, c'est un gain de santé considérable pour les 800 000 nourrissons et même les 5 millions de nourrissons européens qui sont nés à la suite dans l'année, puisque l'Europe a suivi la décision française. Donc notre action, avec nos moyens modestes, a abouti sur une décision au niveau européen importante. Alors il ne faut pas s'arrêter là, il faut continuer aujourd'hui. Et ces enjeux de la mise en œuvre de la stratégie nationale perturbateur endocrinien, c'est l'enjeu du prochain plan national santé-environnement, c'est l'enjeu des plans régionaux de santé-environnement. Moi, je m'attends à ce qu'en Alsace, il y ait un puissant mouvement qui se crée pour dire, mais comment se fait-il que nous ayons 91% d'AVC en plus en 8 ans ? Voilà. Et qui peut orienter la recherche alors justement ? Eh bien, justement, c'est bien l'enjeu aujourd'hui. Où sont les investissements en termes de recherche ? Vous voyez, le plan cancer, quand même extraordinaire. On a un plan cancer, on nous sort un plan cancer, 1,4 milliard d'euros vont être consacrés à ce plan cancer. Pourquoi ? Pour aller chercher, on espère, personne n'y croit, mais on fait semblant d'y croire, de trouver des médicaments qui vont guérir le cancer. Vous y croyez sérieusement qu'on va guérir le cancer d'ici 4 ans parce qu'on aura trouvé des bons médicaments dans le meilleur... qu'il y a une industrie Évidemment. Enfin, du traitement de la maladie, mais pas tant de la cause. Évidemment. Et donc, parce que ça, traiter la cause, c'est pas les mêmes intérêts économiques qui sont en jeu. Évidemment. L'enjeu, c'est de passer à un autre modèle, d'inventer effectivement une chimie qui protège. C'est important de comprendre que notre santé dépend de notre écosystème. Alors que l'idée encore dominante du modèle biomédical, c'est que la santé, ça dépend du système de soins. Évidemment, quand les gens sont malades, il faut les soigner, ça personne ne va dire le contraire. Mais c'est quand même mieux d'arriver à éviter qu'on soit malade, non ? Donc c'est une aberration aujourd'hui d'avoir une politique de santé qui soit quasiment, uniquement une politique de soins. À l'évidence, ça ne marche pas. Ça ne marche pas quand vous voyez une telle croissance du cancer, du diabète, des maladies cardiovasculaires, des maladies respiratoires, de l'asthme notamment, de l'allergie, et même des troubles du comportement, etc. Ça ne marche pas. Et donc il faut voir cette réalité, s'attaquer aux causes. Il y a un changement, une révolution de la santé aujourd'hui. Et ça, c'est pour ça que les citoyens ont un rôle majeur. C'est eux qui portent ça. Parce que cette épidémie, ils la vivent. Ils la vivent. Qui peut aujourd'hui dire qu'il ne connaît pas, ne soit pas soi-même touché, on n'a pas un proche touché par ces maladies ? Personne. Tout le monde est touché, quelles que soient les classes sociales d'ailleurs. C'est pour ça qu'il faut effectivement une mobilisation générale de la société par rapport à cet enjeu. Écoutez, André Cicolella, sur ces pistes de réflexion, je vous remercie. Optimiste. Oui, optimiste. Voilà, merci. Donc on rappelle tout de même que votre livre Toxic Planet est disponible aux éditions Le Seuil. Oui, tout à fait. Et je vous remercie encore d'avoir accepté cette interview. Merci. Vous souhaitez réécouter les chroniques Envers et avec vous ? Rendez-vous sur zestdurable.net.